Alors, déjà, tout d'abord, bonjour Damien. Je suis très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Et, et du coup, l'idée, c'est pour ceux qui nous rejoignent, que ce soit en live ou que ce soit en replay. Déjà, bienvenue sur Dreamcatcher, l'event, l'audace d'entreprendre autrement. La thématique que nous avons aujourd'hui, c'est celle, évidemment, on est sur l'entrepreneuriat et là, on va parler des mythes et des réalités entrepreneuriales. Donc, savoir ce qui se passe dans la vraie vie des entrepreneurs. Donc déjà, sans tarder, ce que je propose de faire donc, en introduction, Damien, ça va être de te demander tout simplement de présenter ton parcours en quelques mots. En quelques mots. Merci pour l'organisation de ce bel événement. Et comme tu l'as dit, il y a des gens qui vont picorer tout ça, certains en replay, comme ça fonctionne beaucoup un peu à la Netflix et c'est parfait de cette manière-là. Pour celles et ceux qui sont avec nous, eh bien, je les salue. Je te remercie encore de ton invitation. Alors pour ma part, je m'appelle donc Damien Valli, j'ai 43 ans, je suis marié, papa de trois enfants, ça c'est pour la description à la ville. J'habite sur la Côte d'Azur aujourd'hui. Et j'ai commencé en fait l'entrepreneuriat il y a quelques années maintenant, puisque ça date de 2008 en fait. Je suis parti du salariat en 2008 après une carrière de cadre supérieur, après une école de commerce et puis un recrutement à l'issue d'une période qu'on appelle d'apprentissage. Ça existe aussi dans les écoles de commerce. Et je suis parti pour plusieurs raisons. J'ai eu quelque sorte des déclics, des envies de liberté, de plus de liberté, une envie d'avoir aussi plus de sens, je pense, et d'impact dans ce que je pouvais faire et de construire, pour le dire de cette manière-là, mes propres modèles avec mes propres règles. J'ai eu plusieurs expériences dans mon parcours entrepreneurial depuis 2008. Globalement, j'ai travaillé dans le conseil, dans la partie finance, dans le développement de réseaux au sens large. Et puis, j'ai toujours eu un fil conducteur aussi dans les investissements et la notion d'immobilier. Aujourd'hui, je suis le fondateur en fait de deux écosystèmes différents et complémentaires. Le premier, c'est le mastermind, le cercle vertueux, dont on reparlera peut-être au cours des questions tout à l'heure. Et puis le second, c'est Synergie Partners, donc deux réseaux d'indépendants, en fait, de collectifs qui œuvront ensemble pour accompagner justement des TPE et des entreprises sur le chemin. Mon fil rouge, tu l'as sans doute compris dans ce que je viens de dire, c'est finalement la création de modèles, de réseaux et des choses qui allient à la fois la performance, l'ambition, mais aussi surtout la transmission et puis l'apport de valeur. Voilà, ça c'est des choses qui pour moi sont vraiment importantes. Voilà en Mais résumé un peu ce que je peux te dire. justement, évidemment que j'allais revenir sur la partie de l'importance du collectif pour toi, puisque c'est en effet ce qui te caractérise dans ton approche entrepreneuriale. Et c'est également pour ça que je trouvais intéressant d'avoir ton expérience, ton avis et de partager ce que tu as pu voir. Donc toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer, de créer des réseaux? Comment, parce qu'en termes de business model, quand on parle d'entreprendre, on pense pas nécessairement à ça comme ça de but en blanc. Et comme tu disais, tu avais plutôt une formation commerciale à la base. On peut avoir d'autres idées de développement. Comment est-ce que celle-là particulièrement t'a intéressé? Je pense que tout est venu de ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur. Ouais. Quand on se retrouve un peu tout seul dans son coin, c'est pas forcément évident. Déjà socialement parlant, c'est-à-dire qu'à un Mm. moment donné, en fait, très bien, et quel que soit son parcours et le succès qu'on peut avoir, on va se retrouver tout seul, ne plus avoir de collègues, à machine à café, ce genre de choses et d'interactions, bah, ça peut être dommageable. Donc je dirais que ça a été un premier déclic. Ensuite, j'ai vite compris qu'on avait toujours besoin d'un miroir, en fait, un miroir qui peut être stratégique, d'avoir finalement des personnes qui peuvent nous challenger, nous bousculer dans une certaine mesure. Et finalement, en fait, j'ai moi-même participé, avant de vouloir créer, à des collectifs. Mm. Et je dois dire que d'avoir participé justement à des collectifs m'a profondément transformé, d'avoir investi sur moi et d'avoir rejoint des masterminds m'a profondément impacté. Ça Mm. m'a permis d'aller plus vite, très clairement. Ça m'a
fait gagner en permanence en clarté, en fait. Tu sais, il y a un vrai problème dans l'entrepreneuriat, c'est que parfois on est un peu dans le flou. Mm. On ne sait plus trop quelle décision on doit prendre, est-ce que c'est bien, etc. Alors, en 2025, c'est encore pire qu'en 2008 à mon lancement, avec les réseaux dans tous les sens, les connexions, les interactions partout, etc. Ça apporte vraiment, vraiment beaucoup ouais, de flou, on va dire ça. Donc moi, à l'inverse, d'avoir testé tout ça, ça m'a permis justement d'avoir de la clarté, d'accélérer, d'avoir de l'énergie. Et donc, j'ai voulu offrir ce système-là à d'autres personnes et j'ai eu envie de le démocratiser. Parce qu'en fait, la réalité aussi, c'est que les bons systèmes collectifs qui peuvent exister aujourd'hui sont des systèmes qui parfois sont un peu élitistes en termes d'investissement. Ils nécessitent Mm. vraiment des apports conséquents. Euh, et donc, moi, j'ai toujours eu envie aussi de travailler. J'ai toujours œuvré dans des business qui étaient en lien avec cette idée de rendre accessible au plus grand nombre, en fait, certains sujets. Et donc, je l'ai fait aussi avec ce principe de collectif. Voilà. Ouais, mais c'est un petit peu, je pense, ce que tu as dû entendre par le fait de choisir comme thématique de l'individuel au collectif, entreprendre autrement ensemble. Et moi, j'aimerais bien t'entendre sur la façon dont ça diffère un petit peu des autres façons d'entreprendre, le fait d'être ensemble. Tu parlais de sparring partner, tu parlais d'effet Mm. miroir. Qu'est-ce Mm. que concrètement ça apporte? En fait, quand j'ai eu un déclic dans mon parcours, ça va me permettre de répondre à ta question. C'est quand j'ai compris que le collectif, c'était pas une option, mais une condition nécessaire, essentielle pour une réussite durable. Quand j'ai compris en fait que tout était qu'une question de collectif et tu sais, il y a un proverbe qui dit la chose suivante, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je pense que ça résume vraiment bien la philosophie. Au début, comme beaucoup, j'ai voulu tout porter tout seul. J'ai voulu faire les choses, être fier de moi, me dire que je devais tout maîtriser, etc. En réalité, j'ai compris que ça me ralentissait en fait. On ne peut pas tout maîtriser et un entrepreneur, un indépendant qui exerce un métier, il doit aussi exercer celui de chef d'entreprise, en fait, quel que soit son niveau de chiffre d'affaires, etc. Et donc, ça veut dire qu'il doit gérer l'administratif, la compta, le marketing, le commercial, tout ce qui va autour de tout ça. Et bah, on a tous envie parfois de le tester soi-même. Il y a des tutos pour faire sa tapisserie en do it yourself. Bah, on se dit, entreprendre, c'est pas plus compliqué, je vais le faire tout seul. Malheureusement, ceux qui sont encore ancrés dans cet archétype-là, sont ralentis et ne sont absolument pas à leur plein potentiel. Et quand j'ai compris ça, bah, je me suis dit, ouais, c'est pas une option, en fait, tu es obligé de faire ça. Donc, c'est quelque chose de naturel. Et puis après, créer des réseaux fédérés, pour ma part, puisque moi, je suis initiateur de ces mouvements-là, c'est aussi quelque chose qui fait partie de mon why, quelque part, et de ce que j'ai envie d'apporter aux gens. Voilà. Ouais. Non, mais ça prend complètement sens et je pense que tu utilises des mots très forts mais qu'on peut comprendre une fois qu'on s'est lancé. Et ça amène justement à la thématique de ce sommet, de savoir quels sont les mythes, c'est un petit peu les mythes versus réalité. Donc, tu en as déjà Mm. taclé quelques-uns gentiment. L'entrepreneur n'est pas seul, il réussit mieux Mm. à plusieurs. Et qu'est-ce que tu aurais comme autre grand mythe Mm. que justement le collectif ou ton expérience pourrait permettre de déconstruire? Le premier que j'ai envie d'évoquer, c'est un mythe qu'on rencontre assez souvent. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon parcours, je me suis mis à mon compte parce que je voulais quelque part chercher de la liberté. Hmm. Et un des mythes, c'est de penser que quand on est entrepreneur, on est totalement libre dès le début. En fait, au départ, il y a des étapes et je pense qu'au départ, il faut accepter d'être un peu challengé et d'être parfois un peu à la limite du prisonnier de son propre projet. Alors attention, quand on devient prisonnier, c'est pas un bon élément, mais la Oui, ça fait liberté, elle peur se un peu là. construit en fait sur le chemin, tu vois. Elle se Ouais. construit sur le chemin et en fait, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'entrepreneuriat, autour de ces notions-là. Tout le marketing qu'on voit ambiant sur devenir riche en cliquant ici, Hmm. machin, etc. n'aide pas parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup de doutes et les gens ne sont pas crédules, mais en même temps, on a cette philosophie, on est dans une génération micro-ondes, donc on appuie sur un bouton et puis en quelques secondes, les choses sont prêtes, etc.
les choses qui durent, les choses qui sont belles, elles prennent toutes du temps. Mm. Et donc, ce premier mythe de penser qu'on va devenir libre sur tous les aspects, tous les plans dès le début, c'est une erreur. La liberté, pour moi, elle est sur trois niveaux. Niveau financier, évidemment, en fait, pour avoir un succès financier, bah, il faut quand même œuvrer un certain temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se dire, il faut que je me laisse 5 ans ou 10 ans. Il faut être affamé, il faut être ambitieuse, ambitieux, et puis avoir envie d'y aller vite. Mais Mm. à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Ça marche pas en une semaine, Mm. ni parfois en deux. Donc, il faut aussi se laisser du temps. La deuxième notion, c'est la liberté temporelle. Et encore une fois, en fait, quand on veut gagner quelque chose, il faut savoir investir en face avant. Et donc, il faut investir du temps et de l'énergie avant de pouvoir en gagner. Et donc, ça veut dire qu'il faut accepter de perdre un peu en liberté pour pouvoir en gagner plus après. Et c'est ça le mythe, en fait, autour de l'entrepreneuriat, c'est que parfois, il y a des gens qui se lancent et puis qui se mettent sur un rythme vraiment presque de retraité, quoi, en mode, voilà, bah, c'est important, je vais faire mes petites balades et tout. Et oui, c'est important de prendre soin de soi, et ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais à un moment donné, si on ne dépense pas du temps pour pouvoir en gagner demain, ça va être compliqué. Ça, c'est le premier Mm. sujet. Le deuxième sur les mythes de ce que je peux, ressortir, évoquer, euh, quelque chose qui revient aussi assez souvent, c'est qu'il faut une idée forcément géniale pour réussir dans l'entrepreneuriat. Je l'ai appris à mes dépens aussi, en pensant ça aussi à un moment donné, en étant dans ce mythe-là. En réalité, c'est pas l'idée qui va être la plus importante, c'est la façon dont on va mettre en œuvre le projet. C'est les process et la structuration du business plus que l'idée. Il y a des gens qui ont des idées géniales qui ne perceront jamais. Il y a des gens qui ont des idées très moyennes, voire très mauvaises, qui reprennent des choses qui sont déjà existantes et qui ont des cartons vraiment dans leur business respectif. Donc ça veut bien dire que c'est pas l'idée voilà, qui est la plus importante. Euh, Ouais, c'est troisième mythe, l'exécution, quoi. c'est l'exécution. C'est Mhm. l'exécution. C'est exactement ça. Troisième mythe, penser que réussir, en fait, c'est ne jamais échouer, en fait. Alors je pense qu'on a la chance aujourd'hui, et tu y contribues aujourd'hui avec cet événement, d'avoir plein de podcasts, plein de vidéos, de beaucoup de personnes et de gens très avancés, de gens qui ont des parcours exceptionnels. Euh, c'est bien aussi d'avoir des gens un peu plus ordinaires pour comprendre aussi, puis parce qu'en fait, on va se projeter beaucoup plus facilement sur des gens ordinaires que sur des gens qui sont un peu loin, loin de tout ça. Mais globalement, on se rend compte aujourd'hui que c'est un mythe de penser que on ne peut pas avoir des échecs, on ne peut pas échouer. En fait, les échecs sont véritablement des choses qui te permettent d'avancer plus vite. Les Américains disent d'ailleurs que c'est important de se planter très très vite. Plus tu te plantes vite, Plus plus vite, tu ouais. réussis en fait. Mm. Encore faut-il avoir le courage de d'oser se planter, Mm. parce que certains en fait restent paralysés. La peur de se tromper ou de faire une erreur fait qu'on ne fait rien. C'est sûr que si tu fais rien, tu te trompes pas. Non, c'est sûr. Mais vaut mieux se tromper vite et puis adapter les choses, se dire ah putain, là, j'aurais pas dû faire comme ça, tac, j'ai appris ça, etc. Et puis se replanter, etc. Mm. Plutôt que de se dire je refuse de me tromper. Donc, Mm. mythe, c'est penser que les gens qui réussissent ne se trompent jamais. En fait, c'est ceux qui se trompent le plus, en fait. Ouais, clairement. Sauf qu'on ne voit Clairement. pas ces erreurs-là. Et c'est pas grave, ça fait mal sur le moment, mais en fait, ça te fait grandir. Et il faut pas avoir peur de se planter, en fait. Parfois, ça coûte du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, dans certains cas, mais c'est pas grave. Dans mon cas, en fait, mes plus gros apprentissages, vraiment, et c'est pas pour, tu vois, dire des choses qu'on a envie d'entendre, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est là où j'ai fait des bonds derrière, quoi. J'ai passé vraiment des étapes grâce à ça, en fait. Sur le moment, c'était très désagréable, hein, on va pas se mentir, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Bien sûr. Bien sûr, et du coup, tu anticipes un petit peu sur la question que j'ai voulu te poser après, à savoir quelles sont les erreurs qui ont marqué ton parcours. Quelle est la plus grosse gamelle que tu as pu te prendre et surtout, après, comment tu t'en es sorti ou comment tu as rebondi. Il y a plein de choses dans ta question, mais j'ai eu évidemment beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses. Les plus grands apprentissages, première chose, et c'est en lien avec le collectif et le thème de notre échange, le fait que l'entourage, ton équipe détermine finalement ton niveau de réussite. Euh, Prendre du temps à recruter les bonnes personnes dans ton écosystème et dans ton entourage est quelque chose d'important et que j'ai eu tendance à bâcler.
Il y a un process qui dit il faut recruter doucement et virer vite. Pendant un temps, j'ai fait l'inverse. J'ai ouvert la porte très vite et humainement, j'avais du mal à me séparer des gens dans certains cas. Ça, c'est un premier apprentissage. Euh, Deuxième chose, la clarté de la vision, ça change tout. Et Ouais, travailler clairement. sur sa vision, c'est pas quelque chose qu'on doit faire qu'une fois tous les 2 ans, voire même une fois par an. C'est quelque chose auquel il faut être connecté sans cesse. Et donc, avoir ce qu'on appelle du temps pour penser en tant qu'entrepreneur, en tant que stratège, c'est indispensable. Et ça, malheureusement, à mes débuts, je ne l'ai pas fait parce que je me disais, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, là. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, des to-do list à rallonge dans tous les sens, etc. En réalité, j'ai brassé beaucoup d'air. Donc, j'étais un petit ventilateur sur pattes à faire plein de choses, mais avec des résultats plutôt partiels par rapport à tout ça. Et après, les obstacles que j'ai su dépasser, je dirais comme beaucoup, j'ai eu ma phase de syndrome de l'imposteur. Mm. J'ai eu la peur du manque, Mhm. peur de manquer de clients, Bah, d'avoir d'argent suffisamment de aussi, succès j'imagine. financier, etc. Mm. Exactement. Et le dernier sujet sur lequel je suis finalement depuis pas si longtemps que ça, euh, j'ai appris aujourd'hui à dire non à ce qui ne correspond pas à ma vision. Mm. D'où l'intérêt d'avoir Et une vision c'était claire. pas simple pour moi. Et c'était pas simple pour moi avant parce que le gendre idéal que je suis, qui aime bien plaire et qui aime bien, voilà, que les gens, comme tout le monde en fait, hein, on est tous un peu orientés sur cette peur de ne pas être aimé à la fin, voulait toujours satisfaire tout le monde. Et donc, dire non, c'était presque un problème de valeur. Mais en fait, dire non, c'est dire oui autrement à quelque chose d'autre. Qui te correspond Et ça, je plus. l'ai compris. Exactement. Et donc maintenant, quand ce sont des choses qui ne vont pas dans la direction de ma vision, bah, je sais dire non de manière très polie, etc. Mais voilà. D'accord, donc du coup, mais t'as mis du coup, quand tu parles de ta vision et du temps que tu as mis à avoir justement enfin, que ça t'a pris du temps à avoir la clarté par rapport à ta vision, ça, pour se donner une idée, tu as mis combien de temps? Je pense que pour être sincère, ça a pris plusieurs années. Hmm. C'est des choses que je travaille encore en permanence aujourd'hui, alors que je suis à mon compte depuis plus de 15 ans. Donc, Hmm. pourquoi? Parce que la vision, parfois, c'est en lien avec tes projets, avec tes standards, avec la notion d'objectif ou de résultat que tu veux obtenir, etc. Et à partir du moment où, sur le chemin, tu commences à cocher certaines cases, des choses ben, en fait, tu dois réaffirmer ta vision, remodifier les choses, etc. Mon début de parcours entrepreneurial, j'avais pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes objectifs que ceux que j'ai aujourd'hui. Hmm. Aujourd'hui, on est plus sur la notion de transmission encore plus qu'avant, même si c'était un élément qui me parlait beaucoup. Hmm. On est plus sur la notion d'être, d'accord? Ouais. Alors que pendant un temps, sur mes débuts, et je n'ai absolument pas honte de ça, j'étais plus sur une notion d'avoir. Hmm. Tel ou tel type de statut, tel type de réussite, etc. Mais ça m'a aidé aussi. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, ça veut dire que j'agissais aussi pour obtenir des trophées ou des choses comme ça. Et ça m'a aidé à être dans l'action. Si t'es pas dans l'action, en fait, bah, c'est compliqué. Hmm. C'est un peu pour ça qu'on dit que l'être humain devient sage avec le temps. En fait, c'est difficile d'avoir quelqu'un de sage qui a 15 ans. Même si évidemment, il y a toujours des exceptions et qu'il ne faut pas généraliser. Mais plus les années passent, plus on apprend à se connaître, à se comprendre et à connaître aussi le monde qui nous entoure, les interactions, etc. Et on devient fin dans l'analyse. Donc sur cette notion de vision, de why, de pourquoi profond, etc., j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis plusieurs années, Hmm. sans doute une dizaine. Voilà. Mais est-ce que sur la base de ton expérience, c'est pas un petit peu le cas pour l'ensemble des entrepreneurs? Je pense pas que quand tu commences, justement moi j'ai tendance à appeler ça la partie incompressible. Tu as Mm. de toute manière ce moment où, avant de marcher, tu vas trébucher, tu vas tomber, et c'est ça qui va te permettre après de pouvoir courir. Donc globalement, j'ai l'impression qu'on n'en parle peut-être pas assez, et je pense que c'est là par exemple, un mythe aussi qu'on peut avoir sur le fait que tu n'as pas nécessairement une vision claire comme ça qui arrive, et ça évolue avec ta pratique,
avec ce que tu fais par le fait de faire, justement, de passer à l'action. Et justement, là, quand tu es en train de dire que tu as réaffirmé ta vision au fur et à mesure, de, en tout cas d'expérience, puisque j'ai commencé il y a 10 ans à accompagner les entrepreneurs, clairement, entre le moment où tu commences et juste, allez, 3 ans après, déjà, on est sur autre chose. Et clairement, je pense que ça fait partie de la job description de l'entrepreneur de pouvoir s'adapter, s'ajuster et évoluer et d'être capable d'avoir sa vision du coup qui évolue avec, tu vois. Donc j'ai On est l'impression d'accord. que il y a ce dont tu parles avec, je sais pas si c'est de la sagesse. Du coup, moi je dirais que en fait on devient, quand on est plus vieux, on devient juste plus expérimenté. Mais que justement, tu as certains entrepreneurs qui sont juste encore très inspirés, et c'est ce qui est aussi inspirant. Mais par contre, cette flexibilité et cet incompressible avant de réaliser, il fait un petit peu partie du chemin, j'ai l'impression. Je suis d'accord avec toi et en même temps, tu parles d'accompagnement, on parle de collectif. Moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai mon fils qui s'intéresse à l'entrepreneuriat. Première chose que je lui ai dit, c'est fais-toi accompagner. Évidemment, ton père fait de l'accompagnement, mais ne te fais pas accompagner par moi. Trouve quelqu'un d'autre, trouve quelqu'un qui va te challenger, etc. Non pas Ouais. que je veux pas l'accompagner, mais je l'accompagnerai à ma façon, mais je pense qu'il faut qu'il ait aussi quelqu'un de dédié. Parce que justement, ce travail de la vision, etc., tout seul, ça prend encore plus de temps. C'est-à-dire que si j'avais eu quelqu'un pour me driver sur ces notions-là, je pense que j'aurais eu un succès encore plus important, encore plus rapide sur le démarrage. Et donc, faut pas non plus, tu vois, se dire c'est obligatoire de passer 5 ans ou 10 ans un peu dans le flou et à Non. expérimenter. C'est aussi indispensable d'avoir ce fameux temps pour penser sur ces notions qui sont pour moi de la stratégie pure. Je te rejoins, ça évolue au fil du temps. Il faut se laisser évoluer en fonction de notre parcours, en fonction de nos envies, etc. Mais ça reste essentiel d'avoir une vraie direction, d'avoir un pourquoi qui nous drive et qui nous fait dépasser des montagnes et des obstacles. Il ne faut pas oublier que le métier d'entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes en fait en permanence. Aussi futile soit-il, aussi petit soit-il, c'est notre job. Et donc, Mm. quand on n'a pas un truc qui nous drive et puis qui à l'intérieur de nous nous met le feu, on n'y va pas en fait. Et c'est ce qui se passe malheureusement pour la plupart de nos amis entrepreneurs qui ont peu de résultats. Hein, je rappelle juste une statistique, hein, et elle est assez dramatique, mais 80% des gens n'en vivent pas, quoi. Mm. Sur les petites entreprises. Je trouve ça assez énorme. Tu partages énormément de données comme ça. Et vraiment, je trouve que c'est alors déjà intéressant de le remettre à l'ordre du jour. C'est aussi Mm. rassurant pour les petits entrepreneurs et les personnes qui se lancent. Mais, euh, mais du coup, là, est-ce que enfin, quand tu fais ce constat, d'après toi, qu'est-ce qui pourrait amener justement à bah, changer la tendance? Si tant est que ce soit possible, hein. Tout est possible pour moi et je pense que, alors il y a des gens qui des fois doutent et se disent non mais je pense qu'il faut avoir la fibre entrepreneuriale, qu'il faut avoir des... On a tous des composantes avec voilà, des qualités, avec des cartes en main qui sont pas les mêmes. Mhm. D'argent de départ, un réseau ou pas, ou machin, ou truc, peu importe. En fait, on peut tous faire de grandes choses si on le décide et il y a plein d'exemples qui nous prouvent que parfois des gens qui avaient des cartes qui n'étaient pas terribles au départ ont fait de grandes choses. Et aussi, des gens qui avaient des superbes cartes en ont rien fait du tout. Donc, Mhm. en fait, partant de là, déjà, tout le monde est capable de faire quelque chose. Après, comment est-ce qu'on peut changer la donne? Bah, c'est là-dessus que j'essaye d'œuvrer moi en permanence avec mes écosystèmes. Et c'est qu'en fait, il faut accompagner les gens. En fait, on ne devient pas du jour au lendemain en se réveillant un meilleur entrepreneur, en fait. Mhm. Il faut travailler sur des sujets concrets qu'on ne maîtrise pas à l'instant T, et donc il faut en avoir conscience. Et donc, si tu n'es pas challengé par un coach, par un sparring partner, par un réseau, peu importe, et le but n'est pas de faire la publicité de tel ou tel réseau. Le but est de trouver en fait la formule qui nous convient. Et il y en a forcément une. Mais on est obligé en fait de se faire accompagner. Et pour moi, l'erreur que font la plupart des gens, c'est de ne pas être accompagné ou pas suffisamment accompagné. J'ai fait une formation, j'ai l'impression que je suis accompagné. Ok. Je suis dans une association métier avec d'autres collègues qui font la même chose que moi, je suis accompagné. J'ai pris quelqu'un qui s'occupe de mes réseaux sociaux, je suis accompagné. Non, là, on ne s'est pas compris. C'est être accompagné en tant que chef d'entreprise, avoir quelqu'un qui soit finalement presque un associé externalisé. Donc après, il faut trouver la formule qui nous va bien, encore une fois.
Mais c'est indispensable. C'est comme si un sportif, en fait, se disait, je veux faire carrière, je veux avoir des résultats sportifs, mais je me fais pas accompagner, ou alors je suis déjà accompagné parce que Gérard, le père d'un copain, il fait de la muscu et puis je vais avec lui à la salle une fois par semaine. Mais mon rêve, c'est de devenir champion du monde. Il y a un problème dans l'équation, on est d'accord. Bah, Hmm. même quand on veut pas devenir champion du monde, même quand on a une ambition qui est limitée, c'est indispensable. En fait, il faut professionnaliser sa pratique entrepreneuriale. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Ce que j'entends dans ce que tu dis. Et tu vois, on avait commencé par parler de la solitude de l'entrepreneur. Et je voudrais revenir au mastermind parce que c'est quelque chose qui, pour moi, me paraît important, Mm. l'utilisation de l'intelligence collective pour justement avancer et potentiellement, donc déjà, pour pas se sentir si seul que ça. Mais donc, moi, j'ai évidemment ma petite opinion dessus. Je vais potentiellement rebondir sur sur ce que tu dis, puisque un réseau mastermind, concrètement pour un entrepreneur, qu'est-ce que ça apporte? Alors déjà, faut peut-être préciser ce que c'est et ce que ce n'est pas. Un mastermind, c'est du coup un collectif où il y a plusieurs entrepreneurs à l'intérieur. Ce que ça n'est pas, c'est pas un réseau où on échange des cartes de visite pour aller chercher des clients. Le but de rejoindre un groupe mastermind n'est pas d'aller chercher des clients au sein du collectif. Ça peut être une cerise sur le gâteau, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est pas ce qu'on vient chercher. Ce qu'on vient rechercher, c'est de travailler sur soi, sur sa posture, c'est de se mettre à nu face à des consoeurs et des confrères dans des secteurs d'activité différents pour avoir leur regard. Donc, c'est de venir avec toute sa vulnérabilité, avec tous ces challenges du moment, et on en a, qu'on fasse 10 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000, 1 million, 100 millions, 1 milliard, il y a toujours des challenges, il y a toujours des défis, en fait, sur le long du chemin. Et donc, c'est de les partager en toute humilité pour avoir des feedbacks, pour avoir de la clarté, quand on a des retours concrets et pas du blabla théorique d'une formation ou d'un carcan, etc., bah, ça aide à avancer plus vite. On est forcément tiré vers le haut parce qu'on est tous dans la même énergie, de se dire, voilà, on est là pour avancer, etc. Tiens, Louise, tu nous as dit ça la dernière fois, t'as rien fait depuis. Eh, faut que tu te bouges plus là. J'entends, on entend là que tu as peur, machin, etc. Mais il faut que tu oses en fait. Faut que tu oses. Et là, quand on a quelqu'un qui nous aide comme ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? On le fait. Si on est tout seul face à nous-mêmes, on se trouvera des excuses. Et donc, c'est une façon aussi de se piéger. C'est une façon d'avoir des retours concrets de spécialistes dans des domaines différents. Imaginons que dans le groupe, il y ait quelqu'un qui soit spécialisé dans les réseaux sociaux. Si on a des défis sur les réseaux sociaux et que nous, c'est pas notre partie, évidemment, il pourra nous conseiller concrètement. Si on Hmm. a quelqu'un qui est spécialisé ou qui a une expérience dans le commercial, il pourra nous dire, non, mais attends, il faudrait que tu fasses comme ça, comme ça. Et ça nous aide à monter vraiment en compétence et encore une fois à partager sur nos failles ou nos défis du moment. Et c'est pas grave de dire ça. Quand on va dans un réseau classique pour échanger les cartes de visite, qu'est-ce qu'on fait? On met notre plus belle veste, notre plus belle tenue, pour faire comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien, j'ai mon super pitch travaillé, machin, etc., qui est assez approximatif entre nous quand il est récité par beaucoup de personnes. Et puis on revient un peu bredouille parce qu'en fait on est avec des gens qui sont comme nous parfois en phase de développement d'activité et donc qui sont déjà pas capables de trouver des clients eux-mêmes. Donc imaginez comment ils peuvent en trouver pour vous. Bah, c'est un peu compliqué. Je suis pas en train de dire que ce ne sont pas des réseaux qui sont intéressants. Il y en a, je caricature le trait volontairement, hein. Mais là on est là pour se mettre vraiment à nu, échanger, un peu comme si c'était un conseil d'administration externalisé, parce qu'en fait, un Hmm. entrepreneur, un solopreneur, il n'a pas de collaborateurs, il n'a pas de conseil de direction, de comité de direction, d'investisseurs qui sont autour de lui à lui dire, bah, attends, pourquoi tu ferais pas ci, ça, machin, etc. C'est ça un peu le mastermind. Et tu as des exemples concrets de décisions ou d'avancées décisives qui a pu y avoir dans un de tes réseaux? Je- il y en a des tonnes, mais euh, alors sans trahir le secret aussi de l'intimité de ces groupes et la Bien sûr. confidentialité qu'il peut y avoir à l'intérieur de chacun des groupes, mais il y a un membre, il y a un membre récemment qui a pris une décision stratégique d'abandonner un projet nouveau. Ça, c'est un truc qui arrive souvent. Notre cerveau, en fait, il aime bien la nouveauté, et donc plutôt que de faire mieux
et plus ce qu'on sait déjà faire, il va aller nous chercher des nouveautés et du coup nous, nous enlever le focus, etc., Ouais, etc. un petit syndrome de l'objet brillant. Par exemple, bah, concrètement, en fait, ça lui a fait gagner du temps. En fait, il s'est recentré profondément sur son business en disant, ah, vous avez raison, en fait, j'arrête pas de faire la girouette, machin, etc. Je me mets plutôt là-dessus. Et il a eu une progression de chiffre d'affaires qui a été spectaculaire parce qu'en fait, il a mis enfin un coup de focus extrême sur tout ça qui l'a fait exploser. Alors, le résultat, on est fier de l'avoir aidé. C'est lui qui a fait le job, hein. Oui, oui, S'il n'avait bien pas pris sûr, cette il a mis son décision de le faire énergie. pour de vrai, il l'aurait pas fait. Mais je pense que s'il avait été tout seul, il aurait sans doute pas pris cette décision déjà. Hmm, Et hmm, il l'aurait pas fait de cette manière-là. mhm. Après, des exemples de partenariats qui se sont opérés aussi, de collaboration sur certains sujets, il y en a plein. Et des exemples de personnes qui ont augmenté à la fois le niveau de chiffre d'affaires et puis le niveau de rentabilité, il y en a beaucoup, oui. C'est ça notre objectif, en fait. Bien sûr. Donc j'invite les personnes qui sont là en live d'en profiter si elles ont des questions à poser pour le faire, parce que moi du coup sinon je continue parce que j'ai plein de j'avais encore deux, trois choses à l'esprit, notamment sur l'entrepreneuriat, parce qu'on voit ton intérêt et puis c'est clairement bah, ce que tu fais depuis très longtemps. Et moi, je me demande si tu as une philosophie sur l'entrepreneuriat, sur ce que c'est de façon générale. Euh, c'est déjà un métier qui est extraordinaire parce que justement, cette recherche de liberté, bah, c'est génial. Quand on est aux commandes de sa propre entreprise, qu'on fait ses choix, etc., ça, c'est juste top. Qu'on réussit à dégager des bénéfices pour pouvoir en vivre correctement et avoir une liberté aussi de ce côté-là, bah, c'est aussi assez intéressant parce que c'est un peu comme quand on fait un marathon. Ça nous procure Mm. des hormones qui sont assez agréables. Yes, je l'ai fait. Et ça, c'est une fierté personnelle qui est superbe. On peut embaucher directement ou indirectement des personnes, directement avec des salariés, et puis indirectement aussi avec des partenaires, avec des équipes freelance, etc. Plein de personnes. Et ça, c'est aussi plutôt sympa, parce que ça veut dire qu'on crée aussi une notion d'emploi, et ça, je trouve ça super chouette. Et puis, c'est quelque chose qui nous permet, en fait, de mieux nous connaître sur le parcours, quoi. Encore une fois, je pense que tout est en lien avec cette notion de liberté pour moi dans la définition de l'entrepreneuriat. Faire des choses qu'on aime, euh, aller apporter de la valeur, ne pas se mettre de limites, en tout cas, voilà, faire en sorte de performer, d'aller chercher l'excellence. Ce qui nous nourrit, ce qui nourrit les autres auxquels on apporte des choses positives, c'est ça un peu ce que je véhicule dans ma philosophie, quoi, et pourquoi je le fais. J'entends et c'est intéressant parce que en réalité, en parlant de réseau, d'intelligence collective et de 15 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, ce qu'on entend quand même beaucoup, et tu avais commencé par mentionner le fait de faire appel ou de faire intervenir des gens ordinaires, et c'est clair que c'est aussi l'aspect que je prends beaucoup en compte, parce qu'on se rend compte que un an d'expérience et juste avant toi, la personne qu'on avait commençait juste, s'était lancée dans l'entrepreneuriat de façon vraiment récente. Elle avait juste un an. C'est la Benjamine de notre événement aujourd'hui. Donc, on a vraiment l'idée, c'est d'avoir vraiment tout ce panel avec toutes ces expertises et ces expériences différentes. Et justement, de voir que ce qui en ressort est souvent assez proche. Le fait d'avoir le courage d'oser se planter, parce que c'est pas facile, mais c'est un petit peu ce qui fait la différence. Savoir également transformer ses erreurs, réaffirmer sa vision, savoir ce qu'on veut faire, savoir où on veut aller. Le fait également, moi, ce que j'ai beaucoup, parce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est le d'être en mesure de pouvoir présenter, enfin d'avoir l'humilité de partager sa vulnérabilité. Et c'est un peu étrangement, tu vois, je savais pas que c'était plutôt sur ça qu'on allait aller, mais c'est un peu ce que je retiens vraiment de cet échange sur justement le collectif. Et pour pouvoir, et justement, c'est ce qui permet de pouvoir avancer indirectement, le fait d'être en mesure de pouvoir dire, bah, je sais pas, ou j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que tu en C'est penses? ça. Mm. Donc, je trouve que ça, c'est pour aller sur ce que tu partages sur ta philosophie de l'entrepreneuriat et ce que tu as déjà partagé avec nous, je trouve que on a vraiment cette continuité-là. Et,
et si tu devais déconstruire un seul mythe qu'on a aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, ce serait lequel? C'est pas évident d'en choisir un seul. Ça serait sans doute sur la notion de réussite et du fait que parfois on voit les modèles de réussite comme une seule personne, tu vois, tout seul et en haut, si on le schématise un petit peu. Pour moi, c'est pas ma définition de la réussite. Et plus on va jouer collectif justement, et plus on va emmener d'autres avec soi sur le parcours, plus on aura de succès. Et voilà ce que je te dirais pour déconstruire quelque chose sur la notion de réussite. Et puis pour aller en lien avec tout ça aussi, ce n'est pas que la notion financière, et Dieu sait que je suis un homme de chiffres, puisque c'est mon parcours initial dans la finance, et que j'ai aucun problème avec l'ambition de manière générale, et que pour moi il en faut, et qu'il en faut beaucoup plus que les moyennes aujourd'hui qui sont produites. Et j'ai pas honte de parler de millions d'euros, parce qu'aujourd'hui, avoir 1 million d'euros, c'est pas beaucoup, et je le dis comme je le pense. Parce qu'aujourd'hui, tout coûte très cher, et si on veut se mettre juste à l'abri, etc., ben, ouais, il faut mettre un peu la barrière à un certain niveau, et c'est pas compliqué. Et tout ça est corrélé avec le fait d'apporter de la valeur. En fait, plus on apporte de valeur, plus on en reçoit aussi en face. Voilà. Voilà ce que je te dirais. C'est un peu décousu, mais Non, je trouve que c'est assez cohérent en fait avec et dans la ligne de ce que tu es en train de partager. Est-ce que tu as une citation, un mantra qui t'accompagne? si tu veux réussir ta vie, aide les autres à réussir la leur. Tu vois, comme je te disais, cohérent avec ce que tu, ce que tu partages avec nous. Et, euh, et là, on arrive justement à la fin de notre échange. Et s'il y avait une chose que tu voudrais que les personnes se souviennent de cette masterclass, de cet échange, ce serait lequel? Tu t'as compris dans mon propos, hein, je vais pas être avare, je vais dire plusieurs petites choses dans une seule grande phrase. Ok, je prends des notes de toute manière. Savoir oser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable de sortir de sa zone de confort. Ok, d'aller chercher de la croissance dans tous les sens du terme, et donc c'est inconfortable quand on va vers des choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc il faut oser affronter entre guillemets ses peurs, etc. C'est en lien avec tout ça. Deux, avoir quelque chose où on contribue et on aide les autres à résoudre un problème, à apporter du bonheur, peu importe. Ça, c'est quelque chose en fait qui nous aide aussi à exceller dans ce qu'on fait. Donc avoir une mission finalement, et c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, et la notion de vision. Et puis après, faire plus et mieux ce qui fonctionne déjà pour nous, traquer et se professionnaliser en tant qu'entrepreneur. Voilà. Ouais, et j'aime bien l'aspect de professionnalisation que que tu mentionnes parce que je pense que un des éléments qui est pas si évident que ça quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on a souvent l'expression qui dit on n'apprend pas à être entrepreneur à l'école Bien sûr. et clairement c'est un fait, c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure, en effet ce dont on discutait et le fait de se professionnaliser. Le fait de se dire, j'ai fait une formation, donc je sais ce que c'est. Bah non, en fait, il va falloir continuer, pratiquer l'exécution et la clé, comme on le disait tout à l'heure. Donc, plusieurs fois, tu l'as mentionné, mais je pense que une des réponses qu'on peut avoir aux mythes et réalités, justement, viennent de cette professionnalisation. Parce que du coup, quand tu sais pas, tu peux imaginer ou projeter certaines choses, certains aspects, comme tu nous l'as présenté avec, sur la base de ton expérience et les différents exemples que tu donnais. Mais une fois que tu as commencé à mettre les mains dedans, d'un coup, Mm. tu sais que là, ça brûle et là, c'est plutôt, plutôt cool, C'est quoi. plutôt OK. C'est plutôt Voilà, OK. Exactement. c'est exactement Exactement. ça. Mm. Donc ouais, la professionnalisation, je pense que c'est c'est une belle clé Mm. qu'on peut retenir aussi de ton intervention. Eh bien, écoute, je vois qu'on n'a pas de questions particulières qui émergent dans le chat. Par contre, comme je le disais, on va partager le replay et donc on risque d'avoir des questions qui vont arriver aussi en replay. Donc, du coup, on a partagé aussi le lien vers ton LinkedIn et vers tes réseaux sociaux.
Donc voilà, n'hésitez pas à recontacter Damien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à voir ce qu'il fait aussi. C'est très intéressant et je pense que c'est une façon différente d'entreprendre qui est tournée vers les autres, qui est tournée vers le collectif. Et comme on l'a vu aujourd'hui, ça peut amener beaucoup de solutions. Et on a déjà l'adresse de la prochaine masterclass qui a été partagée dans le chat. Et du coup, Damien, est-ce que tu as est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Tu vois, finalement, tu parlais pas tant que ça. Ah, ça va, je me suis contenu. Bah déjà, je te remercie de l'organisation de ce type d'événement parce que c'est vraiment quelque chose de top. Merci aussi à tous les participants, celles et ceux qui regarderont tout ça aussi en replay. Ça fait partie du travail et de la professionnalisation. Encore une fois, il y a plein de choses il y a plein de choses à travailler. Ayez de l'ambition. Rêvez grand aussi, ça je l'ai peut-être pas suffisamment martelé, mais c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Soyez des leaders dans vos industries respectives, c'est-à-dire montrer l'exemple. Et ça, c'est aussi en lien avec cette histoire de contribution qui m'est chère et je pense sur laquelle on a passé beaucoup de temps tout à l'heure. Et puis voilà, puis prenez du plaisir sur le chemin. C'est aussi une des clés qui est importante. Voilà, Top, le mot de la fin. c'est Impec. ça. Bah, merci beaucoup à toi, Damien, et à Merci très à bientôt. toi. Bonne À fin de très journée. bientôt. À très bientôt. Bye bye.